Bonjour et bienvenue, je suis Greg Brockman. Je suis Mark Chen, je dirige la recherche chez OpenAI. Il existe certains modèles qui représentent un véritable bond qualitatif vers le futur. GPT-4 était l'un d'entre eux. Aujourd'hui sera également l'une de ces journées marquantes. Nous allons lancer deux modèles, O3 et O4 mini. Ce sont les premiers modèles dont les meilleurs scientifiques nous confirment qu'ils produisent des idées nouvelles véritablement bonnes et utiles. Nous avons constaté d'excellents résultats dans le domaine juridique. En parlant avec l'un de mes collègues hier, il m'a dit qu'O3 avait proposé une excellente idée d'architecture système, comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Ce qui est vraiment incroyable avec ces modèles, c'est qu'ils ne sont pas seulement des modèles, mais de véritables systèmes d'IA. Nous les avons entraînés à utiliser des outils, ce que nous n'avions pas fait avec nos précédents modèles de raisonnement. Ils utilisent réellement ces outils dans leur chaîne de réflexion lorsqu'ils tentent de résoudre un problème complexe. Par exemple, nous avons vu O3 utiliser environ 600 appels d'outils consécutifs pour résoudre une tâche particulièrement difficile. Nous rendrons ces modèles progressivement disponibles à partir d'aujourd'hui en les déployant aussi rapidement que possible dans notre API et ChatGPT. Un aspect qui me tient particulièrement à cœur est leur capacité en matière d'ingénierie logicielle, non pas seulement pour produire des morceaux de code isolés, mais pour vraiment travailler dans des bases de code réelles. J'ai découvert que ces modèles sont en fait meilleurs que moi pour naviguer dans notre base de code OpenAI, ce qui est vraiment utile. Certainement meilleur que moi. Mon navire a pris le large il y a longtemps déjà. Mais cela vous aide à accomplir tellement plus. Nous sommes donc vraiment enthousiastes à l'idée de les présenter au monde et de voir ce que vous en ferez. La raison pour laquelle nous sommes si enthousiastes à propos de l'utilisation d'outils, c'est qu'elle rend nos modèles de raisonnement beaucoup plus utiles et intelligents. Tout comme vous pourriez utiliser une calculatrice pour résoudre un problème mathématique difficile ou une application de carte pour naviguer dans des rues inconnues, nos modèles, lorsqu'ils sont associés aux bons outils, deviennent beaucoup plus puissants. Dans cette optique, nous avons combiné nos modèles de raisonnement de la série O avec notre suite complète d'outils pour obtenir des résultats à la pointe de la technologie dans plusieurs benchmarks très difficiles, notamment AMI, GPQA, Codeforce et Swebench. Pour illustrer la puissance des outils, cela peut également offrir de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, nous pouvons maintenant faire réfléchir les modèles avec des images. Cela signifie que le modèle peut utiliser Python pour manipuler, recadrer et transformer des images au service de la tâche que vous souhaitez accomplir. Cela signifie qu'aujourd'hui, vous pouvez télécharger des images complexes, floues ou à l'envers, et le modèle les traitera sans aucun problème. Ces avancées sont rendues possibles par les progrès algorithmiques continus dans notre paradigme d'apprentissage par renforcement. Nous avons continué à développer à la fois le scaling pendant l'entraînement et le scaling pendant les tests. Ce qui me passionne tant à propos de ces modèles, c'est que, il y a seulement 1 ou 2 semaines, j'ai vu qu'il y avait un nouvel article en physique de la matière condensée. Il utilisait O3 mini high pour aider à la démonstration d'un nouveau théorème non résolu. Je crois sincèrement qu'avec cette suite de modèles, O3 et O4 mini, nous verrons davantage d'avancées de ce type. Voici deux de nos chercheurs, Eric et Brandon, qui vont nous faire une démonstration. Bonjour, je suis Brandon Mackenzie, je travaille sur le raisonnement multimodal chez OpenAI. Bonjour, je suis Eric Mitchell, je travaille sur la post-formation avec de nombreux autres collègues pour nos modèles de la série O. Je vais commencer par un exemple scientifique, un poster de physique. Je vais laisser O3 commencer à réfléchir maintenant pour qu'il puisse prendre son temps. Ce que je vais lui soumettre, c'est un poster d'un stage de physique que j'ai fait en 2015, donc il y a 10 ans. Ce poster, ou le projet, devait estimer une quantité appelée la charge scalaire isovecteur du proton, qui se situe au-delà du modèle standard de la physique des particules, une quantité qui indique l'intensité des interactions à courte portée. Ce que vous verrez, c'est que le modèle O3 fait un zoom et navigue dans l'image. Je vais dézoomer pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Il cherche les bonnes quantités pour la question que je lui ai posée, qui consiste essentiellement à trouver ce résultat que j'avais obtenu et à le comparer à la littérature récente. Mais il y a un petit détail. Le résultat n'est en fait pas dans le poster, parce que je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Bien qu'il soit dans l'article final de ce projet, il n'est pas dans ce poster. Je demande en fait à O3 de terminer le reste du projet pour moi, essentiellement. Eric utilise le même stratagème chez OpenAI, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Parfait. Il a trouvé le graphique que je voulais qu'il trouve. Il est censé
comprendre qu'il doit trouver la pente de ce graphique, extrapoler jusqu'à une masse de quarks physiques spécifiques, puis saisir cette quantité, et ensuite appliquer une autre quantité pour normaliser cette valeur. Je pense qu'il a déjà compris que c'est ce qu'il devrait faire, mais il passe un peu plus de temps à explorer l'image. C'est bien, c'est bien. Il va maintenant parcourir le web pour trouver des résultats récents. Oui, pourquoi cherche-t-il sur le web? Eh bien, je pense que je lui ai effectivement demandé de trouver des découvertes récentes qui ont mis à jour les estimations. Maintenant, il examine la littérature scientifique pour voir ce que les chercheurs ont fait et comment cela se compare aux résultats qu'il pense que j'ai finalement obtenus. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour accomplir cette tâche? Assez longtemps. Oui, il m'a fallu beaucoup de temps juste pour me rappeler ce que signifiait mon poster en premier lieu. Et je n'avais même pas réalisé que le résultat n'était pas là quand j'ai posé la question. C'est lui qui me l'a dit. Ce qui était bien, donc plusieurs jours juste pour me remettre dans le contexte de mon projet, puis quelques jours de plus probablement pour vraiment chercher dans la littérature. Je veux dire, il a dû lire au moins 10 articles différents en quelques secondes pour moi, c'est donc un gain de temps énorme. Super, il a résumé mon résultat ici. Et ces chiffres me semblent corrects. Il a compris qu'il y a cette valeur non normalisée, qu'il a estimée par extrapolation, et que lorsque vous la multipliez par cette constante spécifique, cela la renormalise. Et il dit, d'accord, vous auriez obtenu ce résultat, qui est assez proche. Je pense que dans mon article, j'avais obtenu environ 1,2. Et ensuite, il compare avec la littérature actuelle. Il y a plusieurs estimations différentes, et ça semble assez proche, je dirais. Voyons ce qu'il dit. Il dit que ma valeur brute semble élevée parce qu'elle doit être renormalisée. C'est correct. Après l'avoir multiplié par ce facteur, vous obtenez quelque chose qui est plus cohérent avec les résultats de pointe. C'est super. Mais il dit que ma précision n'est pas aussi bonne que celle de l'état de l'art, ce qui est acceptable. C'était un stage. On va le tolérer. Je l'accepte, je l'accepte. Il semble que ce soit toujours une estimation raisonnable qui comporte peut-être un peu plus d'incertitude que les résultats récents, ce qui est bien. Le domaine a progressé, c'est formidable à voir. C'est un exemple vraiment génial. C'est super cool. Maintenant, je vais passer la parole à Eric pour son exemple. Oui, c'est difficile de suivre une démo comme celle-là, mais je vais montrer un autre aspect des capacités d'O3 que je trouve également super cool. Comme Marc et Greg l'ont dit, l'une des choses intéressantes avec ces modèles est qu'ils peuvent utiliser tous les outils disponibles dans ChatGPT. Je viens d'activer la mémoire pour ce modèle, donc le modèle connaît quelques informations me concernant. Je vais également lancer celui-ci. Comme on l'a dit, les modèles sont super intelligents, ce qui est vraiment fantastique, et ils peuvent nous aider même dans la recherche de pointe dans tous les domaines. Mais même si vous n'êtes pas littéralement un chercheur en physique des particules, cette nouvelle intelligence et ses capacités plus agentiques d'utiliser des outils restent utiles et peuvent être très précieuses pour vous aussi. Et ce que j'ai demandé à O3 ici, c'est, basé sur ce que tu sais de moi, il a maintenant accès à des souvenirs. Lis les actualités et enseigne-moi quelque chose que je ne savais probablement pas, mais que je trouverais particulièrement intéressant. Cela implique de connaître des choses sur moi, mais aussi de faire ce type de réflexion agentique et d'utiliser des outils pour rechercher des éléments potentiellement pertinents et intéressants. Ici, je lui ai également demandé de représenter graphiquement certaines données ou informations que je pourrais mettre dans un article de blog si je voulais parler de ce nouveau fait intéressant. Ce qu'il a fait ici, c'est de s'appuyer sur certains de mes centres d'intérêt, comme la plongée sous-marine et la musique. Il a combiné ses intérêts et a trouvé cette ligne de recherche qui était assez stupéfiante pour moi, dont je n'avais pas connaissance jusqu'à ce que je travaille sur cette démonstration, où des chercheurs font des enregistrements de récifs coralliens en bonne santé, puis ils diffusent littéralement ces enregistrements sous l'eau avec un haut-parleur subaquatique. Et cela accélère réellement l'installation de nouveaux coraux et même de poissons pour aider à la guérison de ce récif corallien et le faire régénérer plus rapidement. Healthy coral reefs, and then they literally play back those recordings underwater with an underwater speaker, and that actually accelerates the settlement of new coral and even fish to sort of heal that coral reef and have it regenerate more quickly. C'est une véritable ligne de recherche dans la préservation des récifs coralliens. C'était une synthèse très intéressante à la fois de l'exploration sous-marine et de la musique. Donc ici, nous avons un bel article de blog. Le modèle navigue habilement, utilise l'analyse de données avancées pour me montrer et représenter des données, utilise Canvas pour générer un article de blog, et résume à la fin avec des citations ce qu'il a trouvé et d'où proviennent ses résultats. Encore une fois, ces modèles sont super intelligents, ce qui est fantastique. Je suis vraiment très enthousiaste à ce sujet, et je pense que cette nouvelle intelligence et cette capacité à utiliser des outils seront utiles
que vous soyez littéralement aux frontières d'un domaine scientifique ou que vous intégriez ce modèle dans vos flux de travail quotidiens. Je me demande si on peut aussi diffuser du son pour un physicien et améliorer nos résultats. Oui, devrions-nous le faire au travail? Oui, le son d'un physicien en bonne santé. À quoi ressemble le son d'un physicien en bonne santé, Brandon? Je vais me renseigner. Je vais demander à O3. Cool. Merci à vous deux pour ces démonstrations vraiment convaincantes. Ensuite, nous accueillerons Wenda et Ananya qui viendront nous parler un peu de la façon dont les modèles sont entraînés et aussi de l'évaluation. Super, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment incroyable. Le travail intellectuel, et même si vous faites quelque chose de très personnalisé, c'est très utile. Et pour moi, la magie réside dans le fait que, sous le capot, il s'agit toujours simplement de prédiction du prochain token. C'est juste un modèle qui réfléchit à ce qui devrait venir ensuite, avec une touche d'apprentissage par renforcement. Exactement. Nous avons changé l'objectif, nous avons modifié la provenance des données, et maintenant nous pouvons vraiment le connecter au monde. Bonjour, je suis Wenda, je suis chercheur chez OpenAI et je travaille sur le scaling de nos systèmes. Je suis Ananya, je suis chercheuse chez OpenAI et j'ai travaillé sur certains des algorithmes pour ces modèles. Nous voulions commencer par montrer quelques résultats sur des benchmarks standards pour ces modèles en mathématiques, codage et sciences. Sur ces graphiques, les barres jaunes foncées représentent la nouvelle série de modèles et les barres jaunes claires représentent l'ancienne série de modèles. Et nous constatons une amélioration assez substantielle. Sur AMI, qui est un concours de mathématiques difficile, O4 Mini obtient 99% de précision avec des outils saturant pratiquement l'évaluation. Sur Codeforce, ces modèles obtiennent plus de 2700 points, ce qui les place parmi les 200 meilleurs concurrents au monde. GPQA est un ensemble de questions difficiles de niveau doctorat, et O3 obtient plus de 83%, ce qui est assez incroyable. C'est très bon. Nous voulons aller au-delà des chiffres d'évaluation, qui sont incroyables, et vous montrer un peu comment notre modèle utilise des outils pour résoudre ces problèmes. Ici, par exemple, nous avons un problème du concours de mathématiques AMI. Le problème consiste à examiner cette grille de carrés 2 sur 2 et à compter le nombre de colorations qui vérifient certaines contraintes. Voyons comment le modèle s'y prend. Oui, la façon dont le modèle réfléchit est vraiment intéressante. Il commence par produire un programme de force brute, puis l'exécute à l'aide d'un interpréteur Python, et il obtient la bonne réponse, qui est 82. Mais c'est désordonné, n'est-ce pas? C'est assez inélégant. Et le modèle le reconnaît, puis simplifie sa solution, et trouve une façon plus intelligente de procéder. Il vérifie ensuite sa réponse pour augmenter sa fiabilité, ce qui est assez intéressant. Maintenant, ces modèles Sopodo ne sont pas seulement entraînés pour donner la bonne réponse, ils sont aussi entraînés pour être utiles. Dans ce cas, ils donnent maintenant la solution en mots pour l'expliquer à un humain. Ce que j'ai trouvé vraiment cool ici, c'est que nous n'avons pas entraîné le modèle à utiliser certaines stratégies directement. Nous n'avons pas dit « simplifie ta solution » ou « vérifie ton résultat ». Il apprend simplement à faire ces choses de manière organique, ce qui est assez incroyable. Oui, c'est super cool qu'il trouve essentiellement la solution intelligente qu'un humain serait capable de trouver, alors que la première solution de force brute, bien sûr, vous n'auriez jamais le temps de la faire dans le concours réel. Donc, au-delà des mathématiques et des sciences, nous voulons également partager. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ces modèles pour coder. Je veux partager quelques benchmarks de codage pratique, comme Swebench et Ada Polyglot. Nous obtenons des résultats à la pointe de la technologie avec le modèle lorsqu'il peut utiliser des outils de bout en bout, sans aucun harnais ni rien de spécifique comme ça. Et pour aller un peu plus loin, je veux partager un exemple de Swebench avec une vue d'ensemble. Pour cet exemple, je l'exécute avec O3HI dans l'API, avec accès à l'outil de conteneur. Malheureusement, il nous faudra encore quelques semaines pour peaufiner l'outil qui s'exécute dans l'API. Vous ne pourrez donc pas exécuter cela aujourd'hui, mais je veux le partager parce que je suis tellement enthousiaste à propos de la façon dont le modèle utilise l'outil. Voici donc le problème que le modèle doit résoudre. Il concerne un bug dans ce package appelé SIMPy. Je pose la question au modèle et je lui donne également accès à un conteneur, qui est une machine virtuelle avec le dépôt SIMPy préchargé. Le modèle a donc accès à un shell avec tout le code déjà là, et le modèle devra identifier le bug. Ce qui est cool, c'est que le modèle commence par vérifier ce que je dis et voir s'il observe la même chose. Comme je le ferai quand quelqu'un me signale un problème, je vais simplement vérifier. Est-ce vraiment un problème? Et le modèle constate effectivement que ça semble afficher max de 2 fois, avec les parenthèses rondes, pas les crochets carrés. Et puis après cela, juste pour vérifier, il va contrôler que, vous savez, un signe est maintenant correctement rendu. Donc ce sont les crochets carrés, c'est le comportement interne, c'est le bug que nous essayons de corriger essentiellement. Et donc le modèle va parcourir le code et essayer de comprendre la structure
du dépôt. Et pour ce faire, il utilise simplement des outils de terminal courant qu'Anania et moi pourrions utiliser dans notre travail quotidien. Il liste les fichiers, ouvre un fichier avec SED, et il va afficher les fichiers pertinents et essayer de trouver ce qu'il cherche. Après quelques recherches, le modèle finit par comprendre qu'il peut vérifier cette chose appelée MRO, qui est une construction Python qui indique l'héritage de la classe. Et puis, sur la base des connaissances précédemment acquises, le modèle remarque que quelque chose ne va pas, et cette classe n'hérite pas de fonction, mais de application. Le modèle explore un peu plus, et finalement il trouve une bonne solution. Nous pouvons modifier ce fichier pour implémenter ceci. Il utilise apply_patch, applique un correctif, et espérons que c'est la bonne solution. Enfin, pour confirmer cela, le modèle exécute un test unitaire, comme le ferait un bon ingénieur, pour vérifier qu'il a obtenu le bon résultat. Je vois qu'effectivement maintenant il s'affiche avec les crochets carrés. C'était un parcours vraiment intéressant. Et c'est fascinant de voir le modèle organiser tout cela par lui-même. Ce parcours était en fait plutôt court pour Sweetbench, et il y avait environ 22 interactions et 16 000 tokens. Dans certains cas, le modèle utilise plus de 100 interactions avec le conteneur, et en moyenne, il en utilise 37. C'est donc assez impressionnant qu'il puisse effectuer ces longues séquences avec tant d'interactions de conteneurs et obtenir la bonne réponse. Oui, réaliser une séquence aussi longue avec fiabilité n'est pas du tout trivial, c'est vraiment difficile. Oui, nous voulions également montrer quelques chiffres pour les benchmarks multimodaux standards, et ces chiffres sont tout simplement incroyables sur MMMU, MadVista, Sharkive et VStar. Nous espérons donc vraiment que ces modèles seront également utiles pour vos tâches multimodales. C'est vraiment l'application du paradigme de raisonnement au multimodal, ce qui n'était pas possible auparavant. Et maintenant, comme Brandon l'a démontré, le modèle est capable de manipuler l'image directement dans la chaîne de réflexion, ce qui entraîne une énorme augmentation de capacité pour le multimodal. Enfin, je veux partager quelques autres évaluations pour l'examen des tâches en sciences humaines. Comme vous pouvez le voir, notre modèle O3 est capable de s'approcher de Deep Research, mais O3 s'exécutera beaucoup plus rapidement. Et bien sûr, avec beaucoup moins de limites de taux dans ChatGPT, nous pensons donc que c'est un modèle très intéressant si vous n'avez pas besoin d'un rapport complet comme ce que produit Deep Research. Mais qu'au lieu de cela, vous êtes toujours intéressé par un comportement agentique pour vous aider à ancrer l'information. Dans ces graphiques, nous montrons la performance sur l'axe des i par rapport au coût d'inférence estimé sur l'axe des x. Et nous voyons que O4 mini est nettement meilleur que O3 mini pour un coût d'inférence donné. De plus, une chose qui n'est pas montrée ici est que O4 mini est un modèle multimodal, contrairement à O3 mini. Donc, si vous avez besoin d'un modèle de raisonnement multimodal petit et rapide, je suis très enthousiaste à l'idée que vous essayiez O4 mini. Les résultats pour O3 sont encore plus frappants. Vous pouvez voir qu'il peut obtenir les mêmes performances avec beaucoup moins de coûts d'inférence. Et si vous êtes prêt à payer le même montant que pour O1, alors vous obtenez un score beaucoup plus élevé. Ce sont donc des modèles assez incroyables. Et c'est pourquoi nous allons remplacer les modèles O1 par les nouveaux. Oui. Une chose que nous devrions mentionner rapidement est qu'en raison des optimisations que nous avons effectuées pour rendre le coût raisonnable et efficace, et aussi le modèle plus utile en général, il n'est pas aussi optimisé pour les benchmarks que les chiffres que nous avons partagés pour les 12 jours de Noël. Il pourrait donc y avoir quelques petites disparités, à la hausse comme à la baisse. Généralement, ça a augmenté en multimodal, par exemple. Nous pensons toujours que c'est un bien meilleur modèle parce qu'il est beaucoup plus optimisé pour les cas d'utilisation réels. Et vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps lorsque vous demandez une réponse. Ce qui est important avec ces modèles de raisonnement. Les gens sont impatients. Je suis impatient. Ces modèles sont le résultat de beaucoup de sciences rigoureuses, d'ingéniosité et de savoir-faire. Et nous avons investi plus de 10 fois la puissance de calcul d'entraînement de O1 pour produire O3. C'était beaucoup de travail acharné par de nombreuses personnes, mais le résultat final était vraiment magnifique à voir. À mesure que nous augmentions la puissance de calcul sur l'axe des X, les performances sur des évaluations comme AMI n'ont cessé d'augmenter. Oui, c'est vraiment nous qui retraçons nos pas à travers la série GPT Nestospa, qui était ce type de pré-entraînement. Et maintenant, l'objectif est vraiment d'essayer de passer à travers ce scaling en RL et de montrer qu'en investissant plus de calculs en RL, nous sommes également capables d'obtenir des gains concrets. Oui, absolument. À quoi cela ressemblerait-il ? Oui, je pense que si nous traçons simplement la ligne, vous savez, 110% de celle-ci, vous l'avez entendu ici en premier, génial. Nous sommes vraiment impatients que vous essayiez le modèle. Merci. Nous vous avons montré les modèles, mais nous avons encore une surprise spéciale. Fouad et Michael sont là pour vous la présenter. Bonjour, je suis Fouad de l'équipe de recherche sur les agents.
Je suis Michael, également de la recherche sur les agents. Vous savez, je me souviens avoir vu il y a quelques années la démo de Codex. Et c'est tout simplement incroyable de voir à quel point nous avons progressé avec ces nouveaux chiffres de Swebench. Oui, ce modèle dans cette démo était en quelque sorte la première fois que quelqu'un avait vu ce qu'on appelle maintenant le vibe coding. Quel excellent terme. J'aurais aimé que nous l'ayons à l'époque. Nous avons appelé ce modèle Codex parce qu'il capture vraiment le fait que le code est tellement intégral à ce que nous essayons d'entraîner le modèle à faire. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons vous montrer, c'est la continuation de l'héritage de Codex. Nous allons lancer une série d'applications qui, selon nous, définiront à quoi ressemblera l'avenir de la programmation. Et aujourd'hui, nous commençons avec la première. Super. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter Codex 151. C'est une interface légère pour connecter nos modèles à nos utilisateurs et à leurs ordinateurs. Vous pouvez y penser comme une implémentation de référence pour déployer en toute sécurité des agents d'exécution de code là où vous en avez besoin. Il est construit sur des API publiques, comme l'API Response, tirant parti de nouvelles fonctionnalités comme les résumés de chaînes de réflexion dans cette API, et nos derniers modèles comme O3 et O4 Mini, avec des capacités de raisonnement multimodal. Mais assez de paroles, voyons une démo. Génial. Je suis allé en ligne pour voir ce que les gens avaient construit avec O3 Mini. J'ai trouvé ce générateur cool qui convertit des images en SCI. L'auteur a dit qu'il l'avait construit avec O3, donc j'ai pensé qu'aujourd'hui, nous pourrions recréer cela en utilisant Codex et O4 Mini. Je vais commencer par prendre une capture d'écran et la faire glisser vers mon terminal. Je la donne à Codex. Comme vous pouvez le voir, je l'ai passé en utilisant le flag image. Codex va donc commencer à utiliser ce raisonnement multimodal que nous avons vu plus tôt, et une chose incroyable à propos de l'utilisation de ces modèles directement sur votre ordinateur est que vous pouvez prendre n'importe quel fichier, n'importe quelle base de code sur laquelle vous travaillez, la mettre dans Codex, et ici nous pouvons voir une partie de cette chaîne de réflexion dont nous parlions plus tôt. Il pose des questions clarificatrices, il réfléchit, puis il a regardé l'image et a même suggéré quelque chose que nous pourrions vouloir faire avec. Qu'aviez-vous en tête? Je pensais que nous allions simplement réimplémenter ce que nous avons vu dans le post. Oui, mais comme nous sommes en direct, rendons ça un peu plus amusant. Ajoutons l'API de la webcam, et pour les personnes qui regardent en streaming, assurons-nous de garder un format 16:9. Je ne veux pas une vidéo vraiment petite, mais je ne veux pas essayer ça. Ça semble audacieux, mais j'aime bien. D'accord. Pendant qu'il réfléchit, je pense qu'une des choses incroyables à propos de Codex est que vous pouvez réellement le voir, à la fois réfléchir et aussi exécuter les outils directement sur votre machine. Donc, comme ce qui a été mentionné plus tôt avec l'appel de fonction dans l'API, vous pouvez exposer n'importe laquelle des fonctions existantes que vous utiliseriez. À l'avenir, nous aurons la suite complète d'outils que vous pourrez utiliser dans l'API. Et pendant qu'il réfléchit, nous commençons à le voir exécuter des commandes maintenant. Par défaut, Codex fonctionne dans ce que nous appelons le mode suggestion. Ainsi, pendant son exécution, il suggère des commandes à éditer ou à exécuter, ou des fichiers à modifier, et vous pouvez approuver chacun. Et donc, pour les besoins de la démo, je l'ai exécuté en mode full auto. C'est un mode où vous pouvez permettre à l'agent de faire son travail, mais tout en restant sûr et sécurisé. Il peut exécuter des commandes avec le réseau désactivé, et limiter les modifications qu'il apporte au répertoire dans lequel vous l'avez exécuté. Cela vous donne la tranquillité d'esprit d'avoir quelque chose qui peut aller faire des choses, mais sans les risques qui viennent avec le fait de le laisser exécuter n'importe quelle commande qu'il veut. On dirait que c'est assez rapide. C'est déjà terminé. Je vais l'ouvrir. Il a créé ce fichier HTML ASCII. Allons le consulter. Il faut lui donner quelques permissions. On a toujours besoin de permissions, et voyons voir. Sympa. Il a même un petit curseur de largeur. Pas tout à fait ce que je pensais qu'un curseur de largeur ferait, mais c'est nous en basse résolution. Incroyable. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement amusant d'utiliser Codex. Nous avons utilisé Codex pour construire Codex, et nous sommes incroyablement enthousiastes de voir ce que vous en ferez maintenant qu'il est entièrement disponible. Et non seulement l'outil est disponible, mais nous rendons également tout le code open source. Vous pouvez donc depuis quelques minutes aller sur notre GitHub OpenAI/Codex et le consulter. Parallèlement à Codex 151, nous annonçons également une initiative open source d'1 million de dollars pour soutenir des projets avec des crédits EPI utilisant nos derniers modèles, en utilisant Codex CLI pour accélérer la frontière de l'open source. Un lien dans notre article de blog de recherche fournira plus d'informations. Mais sur ce, je vais repasser la parole à Marc. Je voudrais parler un peu plus de la disponibilité de ChatGPT. À partir d'aujourd'hui, si vous êtes abonné Pro plus Team, nous allons commencer à déployer l'accès à O3, O4 Mini et O4 Mini High. Et comme vous l'avez vu dans la présentation d'Anania, ces modèles sont strictement meilleurs que la génération précédente. Ils remplaceront donc les séries de modèles O1
et O3 Mini, vous devrez attendre une semaine si vous êtes Enterprise ou EDU. Et si vous utilisez O1 Pro aujourd'hui et que vous l'aimez, nous allons déployer O3 Pro. Mais cela nous prendra un certain temps pour nous assurer que toutes les dernières fonctionnalités restantes sont finalisées. Nous lançons également ces modèles dans l'API. Dans les semaines à venir, nous publierons également l'utilisation des outils dans l'API. Ces modèles représentent une énorme quantité de travail pour les rendre disponibles de la part de toute l'équipe. Ça a donc été un véritable travail d'amour de les présenter au monde. Et nous les considérons vraiment comme une avancée majeure dans notre mission d'apporter l'AGI au bénéfice de toute l'humanité. Ils sont très utiles pour les applications scientifiques, mais nous pensons également qu'ils seront utiles dans votre vie quotidienne. Alors s'il vous plaît, utilisez-les, explorez leurs capacités, et nous sommes vraiment ravis de voir ce que vous en ferez. Merci. Merci à l'équipe.